Ce soir à l'émission, Mirabel dévoile sa première politique culturelle. Les artisans, les petits artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des peintres, on voulait les encourager. Et Abri Nord poursuit son programme d'analyse de la qualité de l'eau de la rivière du Nord. Il y a vraiment une dégradation de la qualité de l'eau. En entrevue, je reçois Eliane Binette du Centre Tous à table. C'est un territoire très, très large, très, très vaste. Et puis, c'est pas tout le monde qui a accès là, à ces ressources-là. Je m'entretiens également avec Rémi Barbeau qui nous parle de la 12e grande journée des petits entrepreneurs. Ce sont des jeunes de 5 à 17 ans qui vivent une expérience d'une journée pour être entrepreneurs. Enfin, Maude Loca nous propose un été animé au théâtre Gilles Vigneault. Notre grande mise en vente va avoir lieu les 24 et 25 mai prochains. Bienvenue à Accès local. Jeudi 15 mai 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie d'Héloïse Lagacé. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Claude. Alors, il y a du nouveau en culture à Mirabel. Absolument, Claude. En fait, la ville de Mirabel a annoncé sa toute première politique culturelle municipale et tout ça s'est fait au Centre culturel du Domaine Vers-Nord vendredi dernier, le 9 mai. Et cette politique a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, justement pour le développement culturel de la province. Et ça se veut une espèce de plan d'action, en fait, pour renforcer l'identité culturelle de la ville et son dynamisme culturel en général, qui va s'échelonner de 2025 à 2030. Et c'est le produit d'une démarche consultative qui a été très grande. En fait, ils sont allés consulter beaucoup de membres de la communauté, donc la population mirabelloise évidemment, les artistes locaux, les organismes culturels et puis évidemment l'administration municipale. Donc évidemment, qui ont consulté énormément de gens et les opinions ont été recueillies avec un sondage ou sinon avec des ateliers de réflexion qui ont été faits par la ville. Et puis le tout a été réalisé avec l'accompagnement d'Isabelle Gauthier, qui est une conseillère municipale pour le district 8 et qui est aussi responsable du dossier culturel de la ville de Mirabel. Et puis justement, le vendredi 9 mai, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Charbonneau, qui est le maire de la ville de Mirabel, et il a pu m'expliquer plus en détail qu'est-ce que représentait cette politique-là et comment elle est née, en fait. On peut l'écouter à ce sujet-là. Les artisans, les petits artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des peintres, on voulait les encourager. Quand on est arrivé à cette étape-là, on s'est dit, Caroline, comment en faire encore plus? C'est là qu'à ce moment-là, la politique culturelle est vraiment venue apparaître et qu'on a décidé de la mettre en place justement pour continuer à bonifier notre offre. On va être capable de dynamiser notre patrimoine culturel et aussi aider tous nos artistes par notre plan d'action qu'on veut mettre en place justement pour continuer de faire rayonner nos artistes et notre ville. Et justement, Héloïse, comment elle s'articule, cette politique-là? Oui, en fait, il y a 4 orientations principales à cette politique-là qui ont été annoncées. Donc, la première, c'est l'accès, la participation citoyenne et l'inclusion. Ça se veut réduire les barrières physiques, financières et sociales, comme par exemple en créant des activités de médiation culturelle. Ensuite, c'est l'identité, le rayonnement et la vitalité du territoire. Donc, ça se veut une mise en valeur du patrimoine culturel de Mirabel et de permettre une offre culturelle à la proximité de tous, parce qu'on sait que ça peut être un enjeu. Et ensuite, c'est soutien et contribution au développement économique. Fait qu'on parle de justement développement des entreprises, du tourisme et du soutien financier, tout ça qui est en lien avec la culture toujours. Et finalement, c'est la gouvernance, la concertation et l'éco-responsabilité. Donc, on veut quelque chose de durable au niveau culturel, évidemment, et il souhaite créer une table de concertation culturelle collaborative. Et quels sont les engagements concrets là, qui ont été annoncés par la ville? Oui, on a une 60aine déjà qui ont été annoncés, donc c'est assez concret pour l'instant, mais je vais en mentionner quelques-uns parce que pourquoi pas? Ils veulent favoriser l'éveil culturel des Mirabellois de 17 ans ou moins et ceux qui ont des besoins particuliers. Ils veulent aussi réaliser un répertoire d'artistes et artisans qui vont être accessibles à tous justement pour permettre une plus grande visibilité des artistes. Ils veulent aussi mettre en valeur évidemment le patrimoine local avec des activités de découverte, entre autres. Ils veulent aussi soutenir la relève culturelle évidemment et les initiatives qui sont innovantes en culture et puis mettre en application des mesures éco-responsables. Il y en a plusieurs autres évidemment, comme mentionné. Mirabel doit justement travailler avec un enjeu de distance physique. Définitivement, en fait, c'est considéré comme l'une des municipalités les plus vastes au sud du Québec. C'est assez énorme et les communautés sont généralement assez dispersées sur le territoire. Donc, ça peut être un enjeu justement d'accessibilité au niveau de la culture. On peut écouter M. Charbonneau à ce sujet.
On a la chance et le malheur en même temps d'avoir une ville qui est extrêmement décentralisée. Donc, chaque secteur a leur propre couleur. Donc, on va être capable maintenant, grâce à notre plan d'action, de pouvoir faire ressortir ces couleurs-là et les gens vont pouvoir vraiment s'identifier à certains secteurs de la ville. Donc, on voulait vraiment mettre en lumière, par l'entremise de tous nos artistes, cette espèce de belle couleur qu'on peut avoir et qui fait qu'on est vraiment une ville qui devient homogène par le fait même. Et pour continuer le processus, il va y avoir un comité de suivi qui va être formé justement pour superviser les avancées de la politique et nous, on va pouvoir poursuivre le dossier au cours des prochaines années. Merci Héloïse. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la qualité de l'eau de la Rivière-du-Nord. Absolument. À plus tard, Claude. La ville de Blainville annonce un investissement de près de 9 millions de dollars pour apporter plusieurs améliorations à 6 parcs du territoire et pour la construction de 8 terrains de pickleball au parc Maurice-Tessier dans le cadre de la programmation annuelle des travaux d'immobilisation. D'ici l'automne, certains des parcs sélectionnés, comme les parcs du Plateau-Saint-Louis, Blainville, des Chanterelles, des Hirondelles, d'Alençon et Marc-Aurèle-Fortin, verront entre autres leurs modules de jeu remplacés et rapprochés les uns des autres. La Ville de Lorraine a tenu sa semaine du jardinage du 8 au 13 mai dernier. Pour l'occasion, la Ville a offert aux citoyennes et citoyens une variété d'initiatives gratuites. Quelques 700 caissettes de plants variés ont été remises par les membres du conseil municipal. Par ailleurs, plusieurs citoyennes et citoyens ont récupéré du compost offert gratuitement en libre service au garage municipal et sont aussi repartis avec une pousse d'arbres indigènes à planter, gracieuseté du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en collaboration avec Table Forêt Laurentide. Pour le troisième volet de sa série de bandes dessinées documentaires intitulée « Vivre à Mirabel », la Corporation de développement communautaire de Mirabel propose un regard sur la sécurité et l'autonomie alimentaire, un enjeu qui préoccupe le Centre Tous à table, un organisme représenté aujourd'hui par Éliane Binette, qui en est la coordonnatrice. Bonsoir, Madame Binette. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Cette série-là existe grâce au coup de crayon de l'artiste Juliane C.L. Chaque fois, on expose une problématique. On présente un organisme communautaire de Mirabel et tout ça tient dans une seule planche. Ici, on parle à la fois d'insécurité alimentaire et d'accessibilité alimentaire. Ces deux enjeux là, qui sont intimement liés, je vais vous laisser les définir d'abord et avant tout. L'insécurité alimentaire sur les territoires de Mirabel, c'est vraiment une grosse préoccupation pour nous, principalement parce que c'est un territoire très, très large, très, très vaste. Et puis, c'est pas tout le monde qui a accès là, à ces ressources-là, notamment parce que, premièrement, ben, c'est très cher aussi pour certains, mais au-delà de la capacité financière des gens à s'en procurer, c'est vraiment au niveau du transport. Donc, si les gens ont de la misère à se déplacer ou si les gens n'ont pas de voiture, tout simplement, c'est très difficile pour eux d'aller rechercher cette ressource-là. Là. Ben, heureusement, c'est l'une des motivations derrière cette série de bandes dessinées-là. Il y a des organismes comme le vôtre qui interviennent pour améliorer le quotidien des gens qui en ont besoin. Le Centre Tous à table, c'est jeune comme organisme, 2022, la Fondation. Alors, dites-nous, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, en fait, on est un organisme communautaire qui travaille en sécurité alimentaire sur le territoire de Mirabel. On fait plusieurs activités pour permettre aux gens d'avoir accès à cette nourriture-là. Donc, on fait des cuisines solidaires qui, eux, produisent des petits plats à moindre coût qu'on peut acheter soit chez nous ou qu'on redistribue dans les autres organismes pour qu'ils puissent les distribuer à leur tour dans les comptoirs alimentaires. On a également aussi des cuisines collectives qui se trouvent à Saint-Janvier, qui permettent aussi aux plus aînés de la population de venir sociabiliser, de vraiment briser l'isolement de ces aînés-là. Et on a également aussi là, une épicerie solidaire qui est présentement gratuite là, pour les gens de la population pour venir s'approvisionner à Saint-Scolastique, sachant que Saint-Scolastique, c'est vraiment un désert alimentaire. Donc, pour nous, c'est vraiment important là, d'apporter cette énergie-là, d'apporter aussi l'approvisionnement que ces gens-là ont besoin à Saint-Scolastique. C'est une expression très forte, ça, désert alimentaire. Ça se peut chez nous, ça? Oui, ça se peut, effectivement. Puis souvent, c'est caché un peu. On a de la misère à faire la différence entre un désert alimentaire ou si c'en est pas un, principalement parce que Saint-Scolastique, en fait, il y a simplement un dépanneur. Ouais. Et comme vu dans la BD, là, il y a un dépanneur, il y a pas grande épicerie autour. Donc, si jamais t'as pas de voiture ou, comme je disais tout à l'heure, là, la difficulté à se déplacer, à ce moment-là, c'est difficile là, d'aller chercher ces ressources-là. Donc, on est là pour subvenir à ce besoin-là sur le territoire. Et là, éventuellement, on a un bistrot solidaire aussi qui est en train de... Qui va ouvrir cet été. Oui, c'est ça, en construction pour l'instant, mais qui est éventuellement
là, ouvrira cet été, oui. On apprend qu'il y a des gens, à cause du prix des aliments, il y a des gens qui sont confrontés à un choix déchirant. Ils doivent décider s'ils vont payer l'épicerie ou payer le loyer. C'est répandu, ça? Ben assez, oui. Puis souvent, c'est caché parce que c'est gênant pour les gens d'en parler, de dire, ben écoute, j'y arrive simplement pas. C'est très mince la ligne entre la précarité et la sécurité alimentaire. Ça joue... c'est vraiment un rôle, là, puis ça joue dans les deux camps, là. Ça affecte les deux parties. Nous, dans le fond, là, c'est de répondre aux besoins. On n'est pas un comptoir alimentaire au centre Tous à table. On vient simplement apaiser les gens puis aider à ce que les gens puissent se nourrir sainement et... Vous apparaissez, vous, dans cette BD-là, oui. Le dessin est assez réussi d'ailleurs, dans laquelle vous présentez l'insécurité alimentaire comme un enjeu de précarité globale. Vous soumettez que le fait d'agir localement, comme vous le faites, c'est l'équivalent de mettre un pansement sur une plaie profonde, ce qui est quand même bien, mais vous en appelez aussi à une action gouvernementale. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui arrive? Ben c'est qu'en fait, on espère vraiment que les gens ou les gouvernements puissent se poser sur cet enjeu-là qui est très importante là, sur de nombreux territoires, là, pas seulement celui de Mirabel, et que malheureusement, étant donné que c'est caché, on n'en parle pas assez. J'ai l'impression, le message, j'ai l'impression que les gens réalisent pas à quel point ça met un poids sur cette société-là. Puis j'ai l'impression que c'est important de justement en parler puis de le dénoncer là, cette difficulté-là là, pour que les gouvernements éventuellement puissent mettre en branle soit des subventions ou surtout des subventions là, pour les organismes qui viennent en aide à ces gens-là là, ou du moins qui viennent stabiliser là, la précarité là, au niveau alimentaire là, sur les territoires. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web pour prendre connaissance de votre mission, des services que vous offrez. Éliane Binette, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. La Ville de Rosemère sollicite l'opinion de ses citoyennes et citoyens dans le cadre d'une consultation publique en ligne au sujet de l'élaboration de son plan de lutte et d'adaptation au changement climatique. Les citoyens pourront donner leur opinion et mentionner leurs préoccupations en lien avec le sujet concerné. Cette analyse permettra de cibler les sources de gaz à effet de serre et d'identifier les actions pour les réduire. La consultation publique en ligne se déroule jusqu'au 1er juin. Les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville lancent conjointement une campagne de communication visant à sensibiliser les citoyennes et les citoyens aux conséquences néfastes de jeter des lingettes humides dans les toilettes. Les obstructions qui en découlent causent des bris d'équipement, nuisent au bon fonctionnement des pompes et peuvent provoquer des blocages dans les conduites, augmentant ainsi les risques de refoulement d'égouts dans les résidences. Ce soir à l'émission, le Théâtre Gilles Vigneault propose une offre très abondante pour l'été qui s'en vient. On va en parler avec Maude Loca, qui est l'agente de programmation principale. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Mais avant, peut-être un petit mot sur la mise en vente là, des billets pour la saison 2025-2026. Oui, exactement. Donc, notre grande mise en vente va avoir lieu les 24 et 25 mai prochains. Le 24 mai, c'est pour nos membres. Donc, il est encore le temps de prendre votre carte de membre là, si vous voulez profiter de la prévente. Et le 25 mai, c'est pour tous et toutes. Et c'est plus de 60 nouveaux spectacles qu'on met en vente de toutes les disciplines des arts de la scène. Et ces 60 nouveaux spectacles-là viennent s'ajouter déjà aux spectacles en vente qui sont à plus de 200 pour la saison 25-26. Donc, c'est bien. Il y en a pour tous les goûts. Impressionnant. Et cet été, il y a beaucoup de propositions. Là. Oui, exactement. Donc là, je vais vous faire quelques incontournables à mettre à votre agenda. Donc, tout d'abord, on a le spectacle d'Elisabeth Diaga qui aura lieu le 4 juillet. C'est le spectacle Queens of Rock. C'est un hommage électrisant aux grandes voix féminines du rock. Et elle a connu un immense succès à Las Vegas où elle a fait plus de 200 représentations de ce spectacle-là. Elle a gagné des prix pour ce spectacle. Et là, elle revient au Canada et au Québec pour poursuivre cette tournée. Ça a l'air d'une valeur sûre, ça. Oui, exactement. Proposition en théâtre aussi? Oui, donc peut contenir des traces d'ego. C'est du 17 au 20 juillet. C'est une comédie rafraîchissante là, qui met en scène 6 amis lors d'une retraite de développement personnel. Donc, rire au rendez-vous, c'est aussi une pièce qui fait réfléchir. Et sur scène, on retrouve entre autres Geneviève Brouillette, Catherine Proulomé et Valérie Blais.
Ça peut pas être mauvais. Non. Humour et chansons? Oui, donc tout l'été, on reçoit des artistes comme des très connus de renom. Mégane Brouillard, Rosalie Vaillancourt, Dominique Paquette, Catherine Levac, Marthe Laverdière, Le Gang Show et ainsi Claude Dubois pour clôturer la saison. Vous avez un nouvel événement qui s'appelle le Festival Lumière. Oui, donc ça, on est très fiers de vous présenter cette toute première édition. C'est un festival qui est porté par la ville de Saint-Jérôme. Ça va avoir lieu les 11 et 12 juillet prochains. Donc nous, le Théâtre Gilles Vigneault, notre rôle dans ce festival, c'est d'assurer la direction artistique. On s'occupe de la programmation. Et donc, c'est une programmation rassembleuse, ambitieuse autour du thème de la lumière, là, dont le nom du festival, qui est en fait un symbole d'innovation, de développement durable, d'inclusion. Et à l'affiche, on aura 2 magnifiques spectacles gratuits en extérieur, le spectacle d'Alicia Moffett et le spectacle de Daniel Bélanger qui auront lieu à la place des festivités. C'est en avant du théâtre, là. Et on a également de l'animation au Parc La Belle avec le duo Vias et leur spectacle Sabor de mi Corazón Cumbia. C'est un spectacle de danse et un atelier de danse aussi, donc c'est participatif avec le public. Ça permet de faire un voyage festif à travers l'histoire et l'héritage de la cumbia. Et la cumbia, c'est une danse folklorique de la Colombie. On a également Pareidolia, qui est un spectacle qui aura lieu au Parc La Belle. C'est un spectacle de rue où il y a de la jonglerie, mais également 4 lampadaires géants sur échasse. Donc, c'est vraiment magnifique à voir. C'est pour toute la famille. Il y a des spectacles gratuits à la salle Anthony Lessard. Oui, donc toujours dans le cadre du festival, on est allé très concept avec l'artiste Lumière, oui. Qu'on a pu voir dans les groupes Canaille et Bon Enfant. Donc, c'est un artiste exceptionnel. Il vient nous faire une musique pop-rock des années 60-70. En première partie, on a Joey Napoléon qui, en fait, je vous invite à venir le découvrir. Il en est déjà à son 2e album. Et lui, il nous fait de la musique très dynamique qui est inspirée de son enfance dans les années 90. Et il y a des spectacles payants au Théâtre Gilles Vigneault. Oui, exactement. Donc, cette fois-ci, c'est des spectacles qui sont exclusifs. Donc, c'est votre chance de les voir. Vous pourrez voir, entre autres, Christian-Marc Gendron et son équipe qui nous ont concocté un spectacle unique avec 8 musiciens sur scène, avec, entre autres, la participation de Manon Séguin, Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay. Et il vient nous présenter son spectacle d'Elvis à Elton. Donc, c'est un répertoire des années 60 à aujourd'hui. Et on termine en fait le festival avec une soirée exceptionnelle avec Mario Pelcha qui vient célébrer 45 ans de carrière. Donc, il est entouré de talentueuses artistes féminines aux voix puissantes, France D'Amour, Jannick Fournier, Andréane Amalette, Manon Séguin, avec la participation de Margot et d'Émilie Darège également. Donc, c'est toutes les plus belles chansons de Mario qui vont être réinterprétées et c'est sous la mise en scène de Maxime Charbonneau. Bien, ça s'annonce comme un très bel été. Merci beaucoup, Maude Loca. Merci beaucoup. C'est le samedi 7 juin que se tiendra partout au Québec la 12e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs, un événement qui gagne toujours en popularité et qui fait assurément naître des vocations entrepreneuriales. J'en discute avec Rémi Barbeau, porte-parole du marché des petits entrepreneurs de Saint-Jérôme. Monsieur Barbeau, bonsoir. Bonsoir. Bien, vous êtes vous-même entrepreneur, vous êtes associé à cet événement-là qui se déroule en plein centre-ville de Saint-Jérôme depuis quelques années déjà. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année? Comme à chaque année, à beaucoup de surprises, vous savez, ce sont des jeunes de 5 à 17 ans qui vivent une expérience d'une journée pour être entrepreneurs. Donc, vous allez vraiment être surpris par l'entièreté de leurs services. Ça peut être des savons, ça peut être des peintures, ça peut être des bracelets, des vêtements, des signets, des livres, de l'art. Vous aurez vraiment une panoplie de choses que vous pourrez découvrir faites par des jeunes de 5 à 17 ans. Ça leur permet un peu de découvrir qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat, s'ils aiment ça, s'ils veulent envisager ce chemin. Et vous allez pouvoir les encourager directement dans notre marché. Vous avez énuméré des produits qu'on peut fabriquer, mais je sais aussi qu'il y en a qui vendent des services. Oui, exactement. Il y en a qui vont directement vous offrir des services de peinture, soit de venir faire la pelouse, soit de vous-même vous construire un arbre à chat sur mesure. C'est vraiment rendu très large. Les jeunes sont très innovants et savent aussi à chaque année qu'ils reviennent, ils voient un peu ce que on va dire la compétition fait, ce que les autres kiosques vont faire et ils veulent se réinventer. Des fois, les parents vont aussi les influencer à offrir des services qui sont différents. Donc, on pourrait, par exemple, commander un dessin sur mesure, une peinture sur mesure, prendre la commande puis la recevoir dans les semaines qui suivent. On a même des gens qui vont proposer de faire des plants, soit pour des plantes à la maison, donc de commencer une plante à la maison puis de la livrer mature dans quelques mois.
Bon, vous l'avez mentionné, il y a dans la centaine d'exposants qui vont être là, il y en a qui vendent sensiblement la même chose. Donc, s'habituer à la compétition dans l'entrepreneuriat, ça peut se faire très jeune. Il y a un apprentissage qui se fait à ce niveau-là. Tout à fait. Puis c'est très intéressant de voir la dynamique dans la journée quand les jeunes vont se promener et découvrir qu'un autre commerçant a la même chose que lui. C'est sûr que eux, quand ils s'inscrivent, ils ont déjà accès à la liste des commerçants puis ils peuvent déduire un peu les types de produits qui vont arriver. Donc, ils peuvent s'ajuster en prévision du marché. Mais des fois, sur le champ au marché, ils vont modifier leur prix, ils vont modifier leur façon de présenter leurs produits. Oui. Soit pour mettre de l'avant un produit que seulement eux ont, sinon pour mettre à rabais un produit qui est en grande compétition. Si, par exemple, deux jeunes vendent un produit similaire, peut-être qu'un des deux va décider de l'offrir à un meilleur prix pour faire plus de ventes. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la dynamique qui se passe en temps réel sur le marché, même que dans les années précédentes, on a vu des jeunes aller mettre des savons faits à la main dans les salles de bain publiques à côté du marché, avec une petite pancarte qui disait « Nous sommes à tel kiosque, venez nous voir si vous aimez le savon ». Donc, on voit vraiment que les jeunes ont beaucoup d'imagination et c'est ça qui est intéressant, c'est une journée d'exploration et même s'ils sont trois à avoir le même produit, c'est pas grave, on fait ça pour le plaisir, on fait ça pour apprendre, on a fait le produit avec à la maison, on l'a préparé, on l'a marchandé et là, on est prêt à le vendre à la clientèle. L'autre réalité à laquelle ils peuvent être confrontés, c'est que ça ne marche pas aussi bien qu'ils l'auraient imaginé. Alors, quelle est la meilleure façon de réagir à ce moment-là? Bien, c'est sûr et certain que des fois, il y a des jeunes qui ont des attentes peut-être plus grandes que la réalité. Toutefois, l'an dernier, au marché de Saint-Jérôme, il y a eu pour près de 18 000 $ de ventes faites à travers nos 100 kiosques. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a des ventes intéressantes que les jeunes peuvent faire. Mais effectivement, certains moins populaires que d'autres et d'autres vont changer leur attitude en plein milieu de la journée, vont se revirer sur un 10 cents, comme on dit, ils vont faire de la promotion, vont se promener dans les rangées, ils vont offrir des dégustations aux gens, vont les solliciter pour venir, vont mettre de la musique, vont commencer à essayer d'apostropher les gens. Venez voir mon kiosque, venez voir mes produits. On voit les jeunes qui évoluent, mais aussi, nous, on fournit des mentors. Donc, des entrepreneurs de la région qui vont être présents sur place pour questionner les enfants sur leurs produits, mais aussi leur donner des conseils. Fait que si un jeune ou une jeune a un enjeu, une question, un doute, il peut toujours venir nous voir un mentor puis dire « Hey, j'ai vu qu'un ami a le même produit que moi ou un autre kiosque qui fait compétition avec moi. Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? » Et avec les jeunes, on va brainstormer sur le champ pour trouver des solutions pour augmenter leur visibilité. Vous invitez les gens en leur promettant qu'ils vont être impressionnés. Alors, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous impressionne quand vous les observez, ces jeunes-là? La passion. C'est vraiment emballant. Je pense que en tant qu'entrepreneur, c'est un projet qu'on porte parce que c'est très épanouissant comme investissement de voir les jeunes aussi excités, aussi heureux. Ils partent de leur journée, puis souvent ils s'attendaient pas à sortir de leur zone de confort. Ce qui me stimule le plus, je pense, en tant qu'individu, c'est quand j'entends les jeunes me parler de leur réalisation. Quand je vois un jeune qui me dit « Hey, tu sais quoi? J'ai pas aimé ça, vendre des choses aux gens. Je me sens pas naturel dans la discussion, mais j'ai aimé construire mon produit, j'ai aimé le préparer à l'avance. » Ben ça, je trouve ça stimulant que jeunes à cet âge-là, ils comprennent leurs intérêts, leurs limites ou leurs forces ou leurs faiblesses, les opportunités. Des fois, ils vont me dire « L'an prochain, je vais faire ça différemment parce que ça, j'ai pas aimé ça. Je vais m'ajuster. » Et ça, je pense que c'est le plus bel apprentissage qu'ils peuvent faire. Si moi, j'avais eu cette opportunité-là à cet âge-là, je pense que j'aurais été encore plus en avance sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Ben, tout ça mérite d'être encouragé. Ça se passe le 7 juin à Saint-Jérôme. Rémi Barbeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On est de retour avec Héloïse Lagacé. L'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord, qui s'appelle Abri-Nord, a commencé son programme de suivi de la qualité de l'eau le mois dernier. Les caméras de TVBL s'y trouvaient. Effectivement, Claude, on était sur place au pied du boulevard Jean-Baptiste Rolland, dans l'une des nombreuses stations d'échantillonnage. Je vous présente un reportage là-dessus ce soir. Ici, on se trouve à Saint-Jérôme, en bordure de la Rivière-du-Nord. On est là dans le cadre du programme d'échantillonnage. C'est un programme qu'on réalise maintenant depuis plus de 15 ans chez Abri-Nord. Et donc là, on le poursuit pour une 16e année consécutive. Donc c'est un programme qui est financé par une vingtaine de nos partenaires et qui est réalisé sur 52 stations à travers tout le bassin versant de la Rivière-du-Nord. Alors cet échantillonnage, ça nous permet de collecter des données sur la qualité de l'eau tout au long de l'année. Et ensuite, ça nous permet vraiment de dresser un portrait global de la qualité de l'eau sur le bassin versant, ce qui permet par la suite aussi d'aiguiller les municipalités dans les projets là, pour mieux protéger les rivières.
sur l'historique qu'on a bâti depuis 15 ans, là, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une dégradation de la qualité de l'eau de l'amont vers l'aval. Il y a aussi des variations selon les périodes de l'année où la qualité de l'eau peut être altérée, comme par exemple au printemps lors de la fonte des neiges, ou à l'automne où on a, en période de forte précipitation, là, on a des contaminants qui peuvent être ruisselés directement vers les cours d'eau. Alors globalement, les principaux dangers qu'on retrouve, c'est essentiellement dû aux eaux usées, qu'elles soient municipales ou provenant des installations septiques individuelles. On a aussi des dangers qui proviennent de l'entretien des routes avec les selles de voirie, des problèmes dus à l'érosion et à l'apport de phosphore dans les cours d'eau. Alors c'est un programme qu'on fait mensuellement là, entre avril et novembre, où on va se rendre sur chacune des 52 stations, faire des prélèvements d'eau, donc avec des bouteilles stériles qu'on va remplir et qu'on va envoyer ensuite à analyser au laboratoire là, pour mesurer les coliformes fécaux, les matières en suspension, le phosphore. On fait aussi des analyses directement in situ là, dans la rivière avec une sonde où on va mesurer la conductivité spécifique, la température ainsi que le pH de l'eau. Et les données qu'on collecte, ça nous permet vraiment de voir la qualité de l'eau et en fonction en fait des différents critères établis par le ministère, ça nous permet de voir si l'eau est baignable à certains endroits, si on peut l'utiliser par exemple pour faire du paddleboard, du kayak. C'est ça, les données qu'on collecte permettent vraiment d'orienter les décisions politiques. On l'a vu dernièrement avec la déclaration d'engagement qui a été signée par 28 de nos municipalités là, qui sont engagées à protéger durablement la qualité de la rivière du Nord. Puis c'est en s'appuyant sur ces données comme ça, là, comme celle de l'échantillonnage, qu'on va pouvoir vraiment cibler les tronçons, les points de rivière là où il faut vraiment agir. Avec les mesures de qualité d'eau aussi qu'on fait, si on voit qu'il y a une contamination ou une perturbation de la qualité de l'eau, on peut faire directement remonter l'information à la municipalité et lui permettre d'agir plus rapidement. Juste pour finir, là, je dirais que c'est un projet qui est super concret, super intéressant. Grâce à toutes les données qu'on collecte, ça nous permet vraiment d'établir de nouveaux projets, d'accompagner le milieu municipal et tous les partenaires pour justement améliorer durablement la qualité de l'eau et pour permettre à tous les usagers d'en bénéficier. Et justement, il y a même certaines villes comme Sainte-Thérèse qui ont même lancé des campagnes de sensibilisation pour encourager les citoyens à jeter leurs lingettes humides aux poubelles et non dans les toilettes parce que c'est un problème qui a pu justement être observé, les serviettes qui obstruent et font déborder en fait les bouches d'égout et qui se font déverser ensuite directement dans les cours d'eau. Merci Héloïse. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Panthères suit à l'instant. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.